Alors, Monsieur Mirand, dites-moi, est-ce que le cauchemar, vous avez parlé tout à l'heure d'ombre et de lumière, est-ce que le cauchemar fait donc partie de l'ombre, une autre ombre? Oui, voilà, c'est-à-dire l'ombre dans les rêves, c'est tout ce qui est difficile, tout ce qui est désagréable, et la lumière, tout ce qui est merveilleux, tout le merveilleux, fantastique du rêve. Voilà, tout ce qui nous amène à nous intéresser aux rêves. Le cauchemar nous amène rarement à nous intéresser aux rêves. C'est plutôt les beaux rêves que l'on retient. Enfin, on se souvient de certains cauchemars quand même, parce qu'il y a des cauchemars qui restent toute notre vie dans notre mémoire. Alors les cauchemars, on en a davantage quand on est malade. Quand il se passe quelque chose de difficile pour nous. Si quelqu'un nous fait une vacherie, si on perd son emploi, si on se fait voler, cambrioler, si il y a donc un cataclysme, si quelqu'un dans notre entourage a des ennuis ou tombe malade, bien sûr qu'on va faire un cauchemar. Alors les cauchemars, c'est pas autre chose que des rêves. C'est une branche du rêve. Ça fait partie des rêves, les cauchemars. Complètement. On ne peut pas dire ben, le cauchemar, c'est pas du rêve. Si, c'est du rêve. Mais c'est un rêve difficile, voire douloureux, déroutant, des fois traumatisant. Surtout quand le cauchemar se répète. Alors il y a des cauchemars de toutes sortes. Les cauchemars, c'est tout ce qui nous fait peur. Alors toutes nos peurs vont se manifester à travers les cauchemars. Or, il y a des peurs qu'on peut très bien dépasser, parce que ça vient simplement de notre type de caractère, mais il y a des cauchemars qui viennent d'une réalité pénible de notre vie. Et tant qu'on ne sort pas de cette réalité pénible, c'est difficile d'aider quelqu'un à ce que son cauchemar disparaisse. Pour que le cauchemar disparaisse, il faut que la personne gagne une sérénité. Alors, la sérénité, des fois, elle est dure à gagner. Et puis, il y a des épreuves qu'on a pour toute la vie. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il va être en fauteuil roulant toute sa vie. Dans l'avenir, on va trouver comment faire en sorte que l'être humain quitte son fauteuil roulant. Il y a des travaux qui sont faits sur les animaux, où on va donc travailler sur la moelle épinière, des injections de moelle épinière d'autres animaux pour que les animaux retrouvent la capacité de locomotion. Donc il y a des études qui sont faites là-dessus. Quand ça se fera, bien sûr, quand on pourra soigner les êtres humains de cette façon-là, ça ira. Mais jusqu'à présent, quand on est en fauteuil roulant, c'est pour toute la vie. Alors si on se dit, je suis en fauteuil roulant, je suis malheureux, on va être malheureux toute la vie. On peut faire des cauchemars là-dessus tout le temps. J'ai eu plusieurs personnes en analyse en fauteuil roulant, donc j'ai beaucoup travaillé sur ce thème. Et donc j'ai aidé des personnes en fauteuil roulant à s'épanouir. Donc le principal, c'est d'arriver à être heureux dans son fauteuil roulant. Voilà. Et si on gagne cette sérénité-là, c'est magnifique. Il y en a qui arrivent donc à cette puissance psychologique qui leur permet d'être bien. Or, les cauchemars proviennent de tous les ennuis, de tous les traumatismes, et certains de traumatismes inconnus. Par exemple, si notre mère, quand elle était dans le ventre de sa maman a vécu des choses très dures, eh bien, notre mère peut avoir un traumatisme complètement inconscient, parce que ça s'est passé pendant les 9 mois de grossesse. Des fois, les mères n'en parlent pas, mais de certains traumatismes. Donc, les enfants ne le savent même pas. Et puis, donc, ce traumatisme va se manifester dans la vie. Hein. Par exemple, si notre mère a un amant et que l'amant meurt, la mère a un traumatisme. Elle ne va pas en parler à son mari, elle ne va pas en parler à ses enfants. Peut-être qu'un jour elle en parlera à ses enfants, mais des fois elle n'en parle pas de toute une vie. Donc il y a des traumatismes comme ça que la mère peut avoir vécu sans qu'on le sache. Et des fois c'est la grand-mère qui a vécu ces traumatismes-là. Alors donc on ne connaît pas l'origine de ces traumatismes. Mais dans la vie on a une conduite liée à l'angoisse, liée à l'échec, lié
donc à une difficulté pour vivre heureux qui provient de choses complètement anciennes. Et donc on ne sait pas d'où ça vient. Alors grâce aux rêves, on peut le savoir, parce que les rêves peuvent nous raconter ces choses-là. Même si on n'a pas d'image sur ce sujet-là, qui sont réalistes, on va avoir des rêves de vie intra-utérine qui nous permettent d'imaginer qu'on a vécu des choses difficiles, voilà, qui proviennent de l'éducation de notre mère. Et ces choses difficiles, peut-être que notre mère elle les a vécues, elle aussi, avec sa mère, et ça vient de là. Des fois, ça vient de plus loin. Quand ça vient de plus loin, après ça s'efface dans le temps, c'est moins dur quand ça vient d'une arrière-arrière-grand-mère. Mais plus c'est proche, plus c'est dur. Si c'est notre mère qui a vécu le traumatisme, c'est plus difficile. Si c'est nous qui l'avons vécu dans le ventre de la mère, le traumatisme, c'est encore plus difficile. Par exemple, le traumatisme qu'on peut vivre quand on est dans le ventre de sa mère, donc c'est que notre mère tombe malade, et alors qu'on est dans son ventre. Alors elle va nous passer toutes ses peurs, toute son angoisse, toute sa souffrance, alors qu'on ne peut mettre aucun mot dessus. Et alors on va naître donc avec cette problématique. Et on ne sait pas d'où ça vient. Alors si la mère nous en parle un peu, ça va. Si la mère est décédée et qu'elle ne peut pas nous en parler, on ne saura jamais. À moins que quelqu'un de la famille nous raconte ce qui s'est passé pour notre mère quand on était dans son ventre. Sinon, on ne sait pas. Or, c'est très intéressant de voir donc, que ça peut se guérir parce que les rêves vont nous donner des scènes oniriques qui nous permettent de voir ce qui a pu se passer pour nous, voir ce que notre mère a pu vivre elle-même dans son enfance, qui fait que on vit des choses difficiles. Alors on a des rêves un peu cauchemardesques, des rêves difficiles, des rêves où il y a des cataclysmes, des rêves où on est agressé. Tous ces rêves-là sont les cauchemars. Et quand c'est répétitif, c'est très embêtant. Alors il y a certains médecins qui vont nous donner des médicaments pour ne plus faire ces cauchemars. Tant mieux. Dans un premier temps, tant mieux. Seulement, on n'est pas guéri. Alors, le problème, il va rester à l'intérieur. C'est comme si on laissait des choses pourrir dans son réfrigérateur. Ou je disais, si on laissait un cadavre dans le placard. C'est le cadavre dans le placard. Et donc, il faut absolument enterrer le cadavre de l'être humain très tôt. Les hommes préhistoriques se sont mis très tôt à enterrer les morts. À un moment, ils ont compris qu'il fallait enterrer les morts. On voit les animaux donc laisser les cadavres de leurs congénères, mais l'être humain, lui, il a décidé d'enterrer les morts. Et puis ensuite, il a créé des rituels pour des rites de passage, pour aider le mort à passer dans un au-delà, par exemple. Mais donc ce travail sur la mort, l'être humain a trouvé petit à petit des choses à faire dessus. Alors pour les cauchemars, donc on va travailler pour remonter doucement le traumatisme. On ne va pas y aller trop vite parce que ça serait trop bouleversant pour la personne, mais on peut faire sortir le traumatisme et on va pouvoir, grâce à des systèmes psychologiques, arriver à aider la personne à sortir de son traumatisme. Les premières années où j'étais analyste, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues à des cauchemars parce qu'elles sont venues me voir parce qu'elles aient perdu quelqu'un de proche. Alors ça peut être leur mère, leur père, leur frère, leur sœur, leur enfant, leur mari, leur femme, un ami, une amie très proche. Et ils ne s'en sortent pas, ils sont trop mal, alors ils viennent en psychothérapie pour s'en sortir. Donc il faut bien, en moyenne, 3 bonnes années pour faire un travail de deuil. Et c'est la moyenne, parce que quand c'est plus grave, ça peut durer plus longtemps. Des fois, ça peut être plus rapide. Mais, donc là, je donne une moyenne. Donc si on a des cauchemars à cause de la mort d'une personne, là, petit à petit, on va voir les cauchemars
disparaître. Donc c'est très intéressant d'aider les personnes à sortir de leur cauchemar à travers ce qu'on leur dit, mais aussi à travers la progression des rêves. On leur montre la progression de guérison et de mieux-être, ce qui donne envie d'avancer et ce qui permet à ce que ces personnes gagnent un mieux-être plus rapidement. Voilà comment on agit avec l'analyse des rêves. Et ce qu'on explique sur le rêve entraîne notre rêve, qu'on va expliquer, qui va entraîner un autre rêve, et ça crée une progression qui va nous faire sortir, bien sûr, de nos cauchemars. Moi-même, les premières années où je notais mon rêve, je notais mes rêves, j'avais des cauchemars, mais donc maintenant c'est rarissime que j'ai un cauchemar. Ça peut m'arriver si j'ai eu une épreuve qui me tombe dessus, inattendue, je pourrais avoir un cauchemar. Sinon, donc j'ai rarement un cauchemar à l'heure actuelle, alors que plus jeune, j'en avais quelques-uns. Voilà, maintenant sur soi, bien sûr, les cauchemars disparaissent. Alors, ce qui est magnifique, parce que ça permet au beau rêve d'arriver. Qu'est-ce qui va arriver à la fin des cauchemars? Il y en a qui disent, bon, on ne rêve plus après. Certains psychanalystes même croient qu'on ne rêve plus quand on va mieux. On ne rêve plus parce qu'on ne se pose plus de questions. Mais si on continue à se poser des questions sur l'existence, pour aller plus loin, on va continuer d'avoir des rêves. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on aura des rêves de lumière. Donc les rêves d'ombre se réduisent au fil du temps et les rêves de lumière prennent la place. Et ces rêves de lumière vont nous enchanter parce qu'ils vont nous donner des explications sur le mystère des choses de la vie. Après, ça dépasse notre petit moi. On n'a plus des rêves sur simplement notre petit moi, nos petits problèmes par rapport à la réalité de la vie. On a des rêves philosophiques, métaphysiques, et on a des rêves qui nous font sortir de notre condition. Donc on n'a pas des rêves rien que pour nous, on a des rêves par rapport à l'humanité, donc on va avoir des rêves philosophiques profonds. Et ces rêves philosophiques s'enrichissent, ils sont de plus en plus nombreux. Et à l'heure actuelle, où j'ai dépassé 70 ans, bon, j'ai des rêves de plus en plus intéressants, parce qu'ils sont de plus en plus métaphysiques. Ils font des bilans sur mon existence. Bon, bah, c'est le cas de tout le monde. À partir du moment où on travaille sur les rêves, à un moment, donc, on arrive à des rêves extrêmement passionnants qui vont nous faire toucher les mystères de l'être, le mystère de la création, les mystères du cosmos. Voilà, ça c'est fondamental. On peut avoir des clés comme ça par le rêve. On peut les avoir par la méditation, mais comme je disais par la méditation, ça sera plutôt la lumière. Tandis que avec le rêve, c'est un travail sur l'ombre. Or, l'ombre est liée donc à tous nos ennuis, tous nos problèmes et toutes nos imperfections. Donc si on essaie de transformer ces défauts en qualité, ben, les cauchemars vont se réduire aussi. Mais ça, tout le monde n'a pas cette vocation. On a une vocation d'être bien dans la vie, mais d'être un saint ou un sage, c'est autre chose. Ce qu'on veut, c'est être bien sans faire trop d'efforts. Donc, ça, on continue à avoir ces soucis tant qu'on n'a pas décidé de gagner plus de sainteté ou de sagesse. Voilà, ça c'est la grande clé de la progression des rêves. C'est-à-dire le nirvana est lié à la transformation de ces défauts en qualité. Et chaque défaut qui nous reste fait qu'on est moins heureux dans un des aspects de notre existence. Voilà. Mais peut-être qu'aussi, si nous allons davantage dans nos qualités, peut-être que les défauts aussi s'atténuent quelque part. C'est une autre technique. C'est peut-être plus joyeux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux techniques. Il y a la technique psychanalytique, où on va voir l'ombre pour gagner sa lumière. Et il y a les techniques plutôt mystiques, où on va travailler plutôt sur la lumière. Et en développant sa lumière, on va réduire son ombre. Ce sont deux techniques complémentaires. Moi, je trouve que l'une sans l'autre, ce n'est pas suffisant. Parce que si on a une approche que psychanalytique,
On est dans ses marécages, dans sa boue, on voit ses malheurs, son ombre, ses problèmes, ses souffrances, et on travaille là-dessus. C'est vrai qu'on évacue, à force d'en parler, on évacue, mais ça avance moins vite. La technique mystique, c'est d'aller vers le merveilleux. Et si on touche au merveilleux, on va voir un enthousiasme, une foi, un espoir qui vont faire qu'on va éliminer une partie de l'ombre. Mais je vois que dans la société, je vois mes amis qui s'intéressent qu'à la psychanalyse ou ceux qui s'intéressent qu'à la spiritualité, ils ont autant de problèmes. C'est-à-dire que celui qui s'intéresse qu'à la psychanalyse, il met du temps à sortir de son ombre, et celui qui se sert que de la spiritualité, il continue à souffrir malgré son merveilleux. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la pensée heureuse réduit quand même l'ombre. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qui reste inconscient, on risque de continuer à le subir. C'est pour ça qu'un mystique avancé, des fois, souffre beaucoup. Et donc, des gens qui suivent une psychanalyse, eh bien, ils vont patauger dans leur ombre, donc ça risque de durer des fois longtemps. Et d'autres fois, la psychanalyse marche bien, ils sont mieux, mais ils sont moins poussés vers le merveilleux. Moi, je pense que le mixage des deux, et le rêve apporte ce mixage des deux, parce que dans le rêve, on a l'ombre et la lumière. Donc les rêves de lumière, des fois, peuvent être des expériences extrêmement transcendantes, très très mystiques, aussi importantes que les expériences qu'on a en méditation spirituelle. Et puis, on a l'étude de notre ombre, de nos marécages, et alors là, donc on peut travailler là-dessus. Voilà, je pense que le rêve est la méthode la plus explicative, parce que dans les rêves, c'est pas obligatoirement la meilleure méthode, mais on a en plus une explication. C'est-à-dire, si on étudie ces rêves, on va comprendre tout le lien entre ce qui nous arrive et les choses de la vie. Nos rapports avec le cosmos, nos rapports avec les autres, et nos rapports avec nous-mêmes. Voilà ce qui permet ce travail-là. Tandis qu'en méditation, on va plus relier notre travail à la relation aux autres, à l'univers, mais soit par rapport à soi-même, on va l'atteindre plus lentement, parce qu'on ne passe pas par l'étude de l'ombre. Bien qu'il existe des méthodes mystiques introspectives. Hein. D'ailleurs, dans la méditation, dans le bouddhisme, on étudie 3 niveaux. Il y a donc un stade de méditation tamasique, où on travaille sur l'ombre. Hein. Et puis il y a le stade de méditation rajasique, qui est le développement des capacités personnelles, qui est beaucoup plus agréable. Et ensuite, on arrive au stade de sattvik, qui est un stade expérimental où on touche à des domaines qu'on ignore jusqu'à présent. Donc on va avoir des expériences qu'on ne connaît pas. On va aborder un monde merveilleux. Voilà. Donc il y a bien une méditation psychanalytique dont se servent certains psychothérapeutes d'aujourd'hui. Ils vont utiliser ces méthodes tamasiques. Mais donc c'est plus agréable d'utiliser des méthodes rajasiques, donc ils vont développer certaines capacités pour accéder aux rêves merveilleux, ce qui permet d'équilibrer le travail sur les rêves. On aura des rêves d'ombre et des rêves de lumière. Quand on a les deux, on travaille avec plus d'équilibre. Voilà, je préfère moi cette méthode. Alors le pur mystique qui travaillerait sur le merveilleux, c'est une autre voie qui est magnifique et qui peut très bien marcher. Hein. Voilà, mais moi elle ne me contente pas parce qu'on atteint la connaissance plus lentement. Dans les 80 sur les rêves, on accède à une compréhension plus vite. Voilà, ça c'est le bout de chacun. Merci. Est-ce qu'il est possible parfois que dans les rêves, le côté sombre n'est pas exprimé? C'est-à-dire le côté sombre, justement. Oui. C'est-à-dire que en période de, par exemple, ça va pas très bien, on ne fait pas cauchemar et on reste toujours sur
des rêves de lumière. Ah oui, oui. Donc moi je vois des personnes en analyse même me cacher certaines choses. Des fois ils cachent involontairement. Ils n'arrivent pas à sortir les rêves. Donc je ne peux pas remonter à l'origine de leurs problèmes parce qu'ils n'en sortent pas les rêves. Les rêves sortent au bout de des fois quelques mois ou quelques années. Et d'autres fois ils cachent volontairement parce que ils n'ont pas envie de parler de telle ou telle chose. Et ça retarde le travail. Et si on cache l'ombre, on continue à souffrir. Je vois mes amis mystiques qui ne travaillent pas du tout dans le domaine psychanalytique, qui des fois souffrent, et je ne peux pas leur en parler parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas du psychologique. Et ils continuent à souffrir. Voilà, donc ça c'est dommage. Et certains qui sont dans le domaine que psychanalytique, ben des fois c'est très long pour qu'ils sortent de leur tourment. Et s'ils faisaient quelques méditations spirituelles, ça irait plus vite pour qu'ils sortent de leurs problèmes. Et ça, c'est la science de demain va expliquer tout ça. On aura tout. Quand la science va évoluer, on aura un système psychologique plus poussé qui nous aidera à sortir de là. Voilà, alors il faut se méfier de ce côté lumineux qui cache l'ombre. Et il faut se méfier aussi de l'ombre qui peut ne pas nous sortir d'affaire. Hein. Je connais des personnes qui ont fait des psychanalyses et qui sont décédées au cours de leur psychanalyse. Parce que c'est pas toujours la faute du psychanalyste. Le psychanalyste, sa méthode des fois n'est pas assez joyeuse, mais d'autres fois c'est les personnes qui préfèrent finalement mourir que de s'en sortir, parce qu'ils n'ont pas envie de vivre dans leurs conditions, leurs conditions ne leur plaisent pas. Alors, même si leur psychanalyse permet de gagner une certaine sérénité, s'ils continuent à souffrir, leur sérénité ne va pas être complète. Alors, il y a des situations où, de toute façon, c'est pas parce qu'on fait une psychanalyse qu'on ne va pas continuer à souffrir. Hein. C'est pas sûr que notre situation s'arrange. Donc, on continue à souffrir alors qu'on fait un travail de sagesse. Donc, il faut accéder à une sagesse encore plus grande pour se sortir de ces choses-là. Et ça, il n'y a que la mystique qui y répond à cette sagesse-là. Voilà, c'est un discours très intéressant qui va pousser la spiritualité et la psychanalyse de se marier dans l'avenir. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, la psychanalyse et la spiritualité s'opposent souvent. Quand ces deux sciences se marieront, donc les techniques pour être mieux vont fleurir, vont s'épanouir. Mais on n'y est pas encore, hein, parce qu'on pense que dans la mystique, la science n'y est pas. Et on pense les mystiques pensent que dans la psychanalyse, bien sûr, il n'y a pas quelque chose d'assez réjouissant. Et pour moi, les rêves apportent ces réponses-là, parce que dans le rêve, il y a aussi bien l'espérance mystique que la connaissance de l'ombre. Donc en analyse, on peut aider quelqu'un à se révéler petit à petit la vérité, mais elle se la sort à son rythme, parce que si on va trop vite, on peut entraîner des cauchemars chez la personne, si on essaie de lui faire sortir son problème trop vite. Et donc on ne peut pas aller non plus trop vite. Et sur le plan mystique, si on aide quelqu'un à avoir des expériences extraordinaires, ça peut lui faire peur aussi, et ça peut la déséquilibrer. Il y a aussi, c'est pour ça que le mystique doit à tout prix étudier la psychopathologie et que les psychanalystes doivent se tourner vers les techniques mystiques. Ça vient un peu parce qu'on fait de la méditation en pleine conscience. Certains psychanalystes ou psychiatres vont utiliser la méditation en pleine conscience. Ils appellent ça pleine conscience alors que c'est, on pourrait dire,
petite conscience. Enfin, moi je dirais petite conscience, mais ils n'en sont pas là, ils ne sont pas encore à la pleine conscience. Hein. Mais ils appellent ça pleine conscience parce que c'est une méditation liée à la conscience d'éveil. Alors que la méditation, c'est autre chose que la conscience d'éveil. C'est une conscience d'éveil à des choses inconnues. C'est pas la conscience de la vigilance, c'est la conscience subtile, la véritable méditation. Mais on y arrivera un jour. Mais déjà, la psychanalyse et la psychiatrie se rapprochent de la méditation. C'est déjà les premiers pas. Très bien, merci.